Un homme frêle, vêtu de simples tissus, sans armée, sans armes, sans trône, mais qui a réussi à faire trembler l'un des plus puissants empires de l'histoire, l'Empire britannique. Voilà la force de Mohandas Karamchand Gandhi, que le monde entier appellera plus tard le Mahatma, la grande âme. Mais qui était vraiment Gandhi? Était-il seulement un guide spirituel, un stratège politique, ou bien un révolutionnaire d'un genre nouveau? Ce qui est certain, c'est que son nom est aujourd'hui indissociable de deux mots, liberté et non-violence. Pour comprendre la portée de son combat, il faut se rappeler du contexte. L'Inde, au début du XXe siècle, vit sous le joug britannique. Les richesses du pays profitent à Londres, tandis que la population indienne souffre de misère, d'injustice sociale et de discrimination profonde. Dans ce climat d'oppression, nombreux pensaient que seule la violence pouvait briser les chaînes. Pourtant, Gandhi va prouver qu'il existe une autre voie. L'objectif de cette vidéo est clair. Retracer comment cet homme, par sa seule détermination, a fait de la vérité et de la non-violence des armes capables d'ébranler un empire et d'inspirer le monde entier. Pour comprendre Gandhi et son combat, il faut d'abord comprendre le contexte dans lequel il a grandi et agi. L'Inde du 19e et du début du 20e siècle est une colonie britannique, l'une des plus précieuses possessions de la couronne. Londres l'appelle même la perle de l'Empire. Mais derrière cette image éclatante se cache une réalité beaucoup plus sombre. L'Inde est immensément riche. Ses terres fertiles produisent du coton, du thé, des épices, tandis que ses ressources minières attirent l'avidité des industriels britanniques. Mais ces richesses ne profitent pas à la population locale. Les profits sont envoyés vers l'Angleterre, laissant derrière des millions d'Indiens dans la pauvreté. L'économie indienne est remodelée de force pour servir les besoins de l'Empire. Par exemple, des cultures vivrières sont remplacées par des cultures destinées à l'exportation, provoquant famine et misère dans certaines régions. Au-delà de l'économie, le poids de la domination se fait sentir dans la vie quotidienne. Les Indiens sont considérés comme des sujets de seconde zone. Les Britanniques occupent les postes de pouvoir, tandis que les habitants du pays se voient exclus de la gouvernance, de l'armée à haute responsabilité et de nombreuses opportunités. Les discriminations raciales sont légion. Un Indien ne peut pas entrer dans certains lieux réservés aux Européens. Et les humiliations quotidiennes en rappellent à chacun sa position inférieure. La résistance indienne existe déjà avant Gandhi. Des mouvements nationalistes apparaissent, réclamant des droits politiques et une plus grande autonomie. Mais ils sont souvent divisés. Certains veulent une indépendance immédiate, d'autres une collaboration avec les Britanniques. Les méthodes varient également, allant de la diplomatie aux actions violentes. C'est dans ce contexte de tension, de frustration et d'injustice que Gandhi va émerger, apportant une vision totalement nouvelle. Utiliser la non-violence comme une arme politique. Ce contexte colonial est essentiel. Il explique pourquoi Gandhi va trouver un écho si puissant auprès des masses. Dans une société humiliée et brisée, il propose un chemin qui redonne dignité, espoir et unité. Avant de devenir le Mahatma, le grand esprit, Gandhi a traversé un chemin long et parfois difficile. Né en 1869 à Porbandar, une petite ville de l'ouest de l'Inde, il grandit dans une famille pieuse, marquée par l'hindouisme, le respect des traditions et une forte éthique morale. Dès son enfance, Gandhi est profondément influencé par des valeurs comme la simplicité, le végétarisme, la tolérance religieuse et la recherche de vérité. À 18 ans, il part à Londres pour étudier le droit. Là-bas, il découvre non seulement la rigueur des études juridiques, mais aussi la diversité des cultures. Ce séjour l'ouvre au monde. Il s'intéresse au christianisme, au bouddhisme et lit avec passion les grands textes sacrés et philosophiques. Il adopte également un mode de vie frugal,
presque ascétique, ce qui étonne ses camarades britanniques. Déjà, Gandhi se forge une conviction. La vie doit être guidée par des principes supérieurs et non par la seule recherche de richesse ou de pouvoir. Mais c'est en Afrique du Sud que son destin bascule réellement. En 1893, alors jeune avocat, il accepte un contrat de travail dans ce pays, alors dominé par les colons britanniques et néerlandais. Très vite, il y est confronté à la dure réalité du racisme. Un jour, alors qu'il voyage en train en première classe avec un billet valable, il est expulsé de force parce qu'il est indien. Cet épisode humiliant marque un tournant décisif. Pendant plus de 20 ans en Afrique du Sud, Gandhi devient le défenseur de la communauté indienne, discriminée et marginalisée. Il y développe son concept de satyagraha, que l'on peut traduire par la force de la vérité ou la résistance par la non-violence. Plutôt que de répondre à la violence par la violence, il encourage des campagnes de désobéissance civile, refus de se plier à des lois injustes, organisation de manifestations pacifiques, acceptation de la prison comme acte de résistance morale. Cette expérience est fondatrice. Elle prouve à Gandhi qu'un peuple opprimé peut résister sans armes, simplement en s'appuyant sur la force de sa dignité et de son unité. Fort de cette conviction, il retourne en Inde en 1915, prêt à mettre ses idées en pratique dans son propre pays. Ainsi, Gandhi ne devient pas le leader que nous connaissons par hasard. Son cheminement, ses humiliations et ses combats en Afrique du Sud l'ont préparé à affronter l'Empire britannique en Inde avec une arme nouvelle, la non-violence. Lorsque Gandhi rentre en Inde en 1915, il est déjà reconnu par certains comme un leader spirituel et politique, fort de son expérience en Afrique du Sud. Mais l'Inde qu'il retrouve est profondément marquée par la domination britannique. Des millions de paysans vivent dans la pauvreté, les impôts écrasants alimentant la misère, et toute tentative de contestation est réprimée. Gandhi choisit alors de se rapprocher du peuple le plus humble, convaincu que la libération de l'Inde doit partir de ses villages. Sa première grande action se déroule à Champaran, en 1917, dans l'état du Bihar. Les paysans y étaient contraints, de cultiver l'indigo pour les colons britanniques, au détriment de leur propre nourriture. Gandhi s'y rend, observe les conditions de vie et encourage les paysans à désobéir pacifiquement. Malgré les menaces d'arrestation, il persiste et finit par obtenir des concessions pour les travailleurs. Cet épisode fait de lui une figure nationale. Un leader qui ose s'opposer aux Britanniques sans recourir à la violence. En 1918, il mène une autre lutte à Khéda, dans le Gujarat. Cette région est frappée par de terribles famines, mais les autorités coloniales exigent malgré tout le paiement des impôts. Gandhi appelle alors les habitants à refuser de payer, tout en restant pacifiques. Finalement, les Britanniques reculent partiellement. Gandhi démontre que la non-coopération est une arme redoutable, capable d'ébranler l'autorité coloniale. Ses premières victoires montrent que sa méthode de satyagraha est applicable à grande échelle. Gandhi devient rapidement une figure incontournable du mouvement nationaliste indien. Ses actions attirent l'attention du Congrès national indien, qui le considère comme un nouvel espoir pour mobiliser les masses. Contrairement aux élites urbaines, Gandhi sait parler aux paysans et aux ouvriers. Il voyage sans cesse à travers l'Inde, vit simplement, s'habille en dhoti, tissu traditionnel, et partage le quotidien des plus pauvres. Mais ses débuts ne sont pas exempts de difficultés. Les manifestations, bien que conçues comme pacifiques, dégénèrent parfois en violence incontrôlée. Gandhi, profondément attaché à la non-violence, n'hésite pas à suspendre certains mouvements lorsqu'ils échappent à son contrôle. Cela surprend ses partisans, mais renforce son image d'homme de principe,
préférant perdre une bataille que de trahir ses idéaux. Ses premières campagnes font entrer Gandhi dans l'histoire. Il n'est plus seulement un avocat idéaliste, mais le porte-voix de l'Inde opprimée. Ses victoires locales ouvrent la voie à des mobilisations plus vastes, qui vont bientôt ébranler tout l'Empire britannique. À partir des années 1920, Gandhi n'est plus seulement un leader régional. Il devient le visage du mouvement nationaliste indien. Sa stratégie repose sur un principe simple mais révolutionnaire. Montrer aux Britanniques qu'un empire ne peut fonctionner sans la coopération des populations qu'il domine. Il appelle donc les Indiens à la désobéissance civile, une arme pacifique mais terriblement efficace. En 1920, il lance le premier grand mouvement de non-coopération. Gandhi appelle les Indiens à boycotter les écoles, les tribunaux et les emplois gérés par les Britanniques. Il encourage également le boycott des produits importés, en particulier les tissus anglais, pour promouvoir le khadi, tissu filé à la main. Ce geste, simple en apparence, devient un symbole politique puissant. En tissant eux-mêmes leurs vêtements, les Indiens affirment leur indépendance culturelle et économique. Le mouvement prend une ampleur inédite. Des millions d'Indiens participantes, faisant vaciller l'autorité coloniale. Mais en 1922, après des violences commises par certains manifestants, Gandhi suspend brusquement la campagne. Ce choix divise ses partisans. Certains le trouvent trop idéaliste, d'autres admirent sa fidélité absolue à la non-violence. Gandhi accepte même d'être emprisonné plusieurs années, renforçant encore son aura morale. Dans les années 1930, Gandhi organise l'un de ses gestes les plus célèbres, la marche du sel. En 1930, il parcourt près de 400 km, accompagné de milliers de personnes, pour atteindre la mer et fabriquer symboliquement du sel. Ce geste vise à dénoncer le monopole britannique sur le sel, un produit vital. L'image de Gandhi, frêle vieillard marchant avec détermination, fait le tour du monde. La presse internationale relaie largement l'événement, et Gandhi devient un symbole universel de la lutte pour la liberté. La répression coloniale est brutale. Des milliers d'Indiens sont arrêtés, battus, emprisonnés. Gandhi lui-même est emprisonné à plusieurs reprises. Mais loin d'affaiblir le mouvement, cela ne fait qu'accroître la détermination des masses. Le Congrès national indien, inspiré par ces méthodes, prend une place centrale dans la lutte politique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la situation se complique. Les Britanniques utilisent de l'Inde comme base militaire sans consulter les leaders indiens. En réponse, Gandhi lance en 1942 le mouvement « Quit India », « Quitter l'Inde », appelant les Britanniques à partir immédiatement. La répression est encore plus sévère. Gandhi est emprisonné, ses proches collaborateurs arrêtés. Mais malgré les divisions internes et la dureté de la répression, l'idée d'une Inde libre est désormais irréversible. À travers ces décennies de lutte, Gandhi impose une nouvelle manière de combattre. La non-violence comme arme politique. Ses marches, ses grèves de la faim et ses appels à la désobéissance civile inspirent des millions d'Indiens, mais aussi des leaders du monde entier. Grâce à lui, la lutte pour l'indépendance n'est pas seulement un combat national, mais une cause universelle, celle de la dignité humaine et de la liberté face à l'oppression. Gandhi n'a pas seulement mené l'Inde vers la liberté, il a aussi redéfini ce que signifie résister. Après des décennies de lutte, de sacrifices et de répression, l'Inde finit par obtenir son indépendance en 1947. Mais cette victoire, longtemps espérée, est marquée par des blessures profondes. Gandhi, qui avait toujours rêvé d'une Inde unie et fraternelle, assiste impuissant à une partition tragique, la naissance de deux États, l'Inde et le Pakistan. Cette division résulte des tensions religieuses entre hindous et musulmans, exacerbées par les années de colonisation et par la politique du diviser pour régner pratiquée par les Britanniques. Le Congrès national indien et la Ligue musulmane,
dirigés par Muhammad Ali Jinnah, finissent par accepter cette séparation comme un compromis inévitable. Mais sur le terrain, la réalité est dramatique. La partition déclenche un exode massif. Près de 15 millions de personnes doivent quitter leur foyer pour rejoindre le pays correspondant à leur religion. Hindous et Sikhs fuient le Pakistan pour se réfugier en Inde, tandis que des millions de musulmans quittent l'Inde pour rejoindre le Pakistan. Cette migration forcée entraîne des violences terribles. Des villages entiers sont attaqués, des trains de réfugiés massacrés, des familles déchirées. On estime qu'entre 500 000 et 1 million de personnes périssent dans ces affrontements. Gandhi, fidèle à son idéal de fraternité, tente par tous les moyens de calmer les tensions. Il parcourt les quartiers déchirés de Calcutta et de Delhi. Il jeûne pour inciter les communautés à cesser les violences. Dans un pays à feu et à sang, il devient la dernière voix morale appelant à l'unité. Ces grèves de la faim impressionnent le monde, mais elles peinent à apaiser totalement la fureur des foules. L'indépendance, célébrée le 15 août 1947, est donc un moment à la fois de joie et de déchirement. D'un côté, le peuple indien fête la fin de près de 200 ans de domination britannique. De l'autre, Gandhi refuse de se joindre aux célébrations officielles. Pour lui, il n'y a rien à fêter tant que le sang coule dans les rues. Politiquement, l'Inde devient une démocratie dirigée par Jawaharlal Nehru, proche de Gandhi et premier ministre du pays. Le Pakistan, lui, prend une trajectoire distincte, centrée sur son identité musulmane. Mais cette division initiale portera longtemps les germes de conflits futurs, notamment autour du Cachemire. On peuple la liberté, mais qui n'a pas réussi à empêcher la haine et la division. La mort de Gandhi en 1948, assassiné par un extrémiste hindou opposé à ses idées de tolérance religieuse, choque l'Inde et le monde entier. Mais paradoxalement, c'est après sa disparition que son influence devient véritablement planétaire. Car Gandhi n'était pas seulement un leader indien. Ses idées, son courage et sa méthode de lutte non violente ont marqué l'humanité entière. Ce petit homme vêtu de simples tissus a montré que la force de l'esprit et de la conviction pouvait rivaliser avec la puissance militaire d'un empire. Son héritage s'articule autour de plusieurs dimensions. La non-violence comme arme politique, Gandhi a prouvé que la désobéissance civile pacifique pouvait renverser un système injuste. Son mouvement a inspiré d'innombrables combats à travers le monde. Dans les années 1950 et 1960, Martin Luther King Jr. reprend ses idées pour lutter contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Nelson Mandela, en Afrique du Sud, s'inspire de sa philosophie dans la lutte contre l'apartheid. Même aujourd'hui, des mouvements citoyens non violents invoquent son exemple pour revendiquer justice et liberté. Une vision spirituelle et universelle, Gandhi voyait la politique comme inséparable de la morale. Pour lui, la liberté n'était pas seulement une question nationale, mais une quête intérieure. Ses principes de simplicité, d'humilité et de vérité dépassaient les frontières religieuses et culturelles. Il parlait au nom de l'humanité entière, et c'est pourquoi il est considéré comme un prophète de la paix au XXe siècle. Une critique du matérialisme moderne, Gandhi dénonçait les excès du progrès technologique et économique, qu'il voyait comme source d'inégalité et d'aliénation. Il plaidait pour une société plus équitable, centrée sur l'agriculture, la solidarité et la vie communautaire. À l'ère actuelle de la mondialisation et de la surconsommation, son message reste d'une actualité brûlante. Un modèle pour les droits de l'homme, Gandhi a redéfini la notion même de résistance. Il a donné une dignité nouvelle aux peuples colonisés en montrant qu'ils pouvaient obtenir leur liberté par leur propre force morale. Son combat s'inscrit dans la grande histoire des luttes pour l'égalité, la justice et les droits humains.
Cependant, son héritage n'est pas exempt de débat. Certains critiquent sa vision trop idéaliste, difficile à appliquer face à des régimes violents. D'autres estiment qu'il n'a pas su répondre aux tensions religieuses qui ont mené à la partition. Mais au-delà de ses limites, son exemple reste une source d'inspiration universelle. Aujourd'hui encore, Gandhi est cité dans les discours politiques, étudié dans les universités et célébré dans le monde entier comme une icône de paix et de justice. Le 2 octobre, date de sa naissance, est reconnu par l'ONU comme la Journée internationale de la non-violence. Ainsi, Gandhi n'est pas seulement un héros de l'Inde. Il est devenu un héritage pour l'humanité, rappelant à chacun qu'un seul individu, armé de vérité et de courage, peut changer le cours de l'histoire. Au terme de ce voyage dans la vie de Gandhi, une vérité s'impose. Cet homme frêle, sans armée, sans richesse, sans armes, a réussi ce que bien des empires n'ont jamais pu accomplir. Libérer son peuple par la seule force de la conviction et de la non-violence. Gandhi n'était ni un chef de guerre, ni un grand stratège politique au sens classique. Son pouvoir venait de sa cohérence entre ses paroles et ses actes, de sa simplicité radicale et de sa capacité à incarner un idéal universel. En cela, il reste une source d'inspiration inépuisable. Aujourd'hui, alors que le monde traverse encore des crises de violence, de guerre et d'injustice, le message de Gandhi garde toute sa pertinence. Sa vie nous rappelle qu'il existe une autre voie que celle de la haine et du conflit, une voie fondée sur la dignité, la justice et la paix. Bien sûr, la non-violence n'est pas une solution magique. Elle exige une force intérieure immense, une patience inébranlable et une foi profonde dans l'humanité. Mais Gandhi a prouvé qu'elle pouvait transformer la société. Et c'est cette conviction qui fait de lui une figure intemporelle. À travers son héritage, Gandhi nous invite à réfléchir. Et si la vraie puissance n'était pas dans la domination mais dans la maîtrise de soi, et si la vraie victoire n'était pas militaire mais morale, son histoire nous enseigne que même dans un monde dominé par la violence et les rapports de force, il est possible de résister autrement. Gandhi nous montre qu'un rêve porté avec sincérité et persévérance peut changer la destinée d'un peuple et inspirer l'humanité entière. C'est pourquoi, plus de 70 ans après sa mort, Gandhi continue de parler aux jeunes générations comme aux anciennes. Il est devenu une boussole morale universelle, rappelant à chacun que la liberté et la paix ne se conquièrent pas seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans les cœurs et les esprits. En définitive, Gandhi n'appartient plus seulement à l'Inde, il appartient au monde. Et tant qu'il y aura des injustices à combattre, son message continuera d'éclairer le chemin.